Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir, la très grande chance d'être en présence de Christian Roudeau. Il est journaliste spécialisé en politique étrangère. Il est aussi réalisateur de documentaires et auteur de nombreux livres. Alors justement, aujourd'hui, Christian Roudeau, déjà, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes Yvelinois, entre autres, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est que vous allez vous parler d'un Yvelinois. Votre dernier livre vient de sortir chez Talandier dans la collection Texto, voilà. Et vous évoquez, ça s'appelle À la table des tyrans, et vous évoquez 6 tyrans et leurs habitudes culinaires, si je puis dire. Donc, on va les nommer Mao, Hitler, Staline, Bokassa, Ceausescu et Saddam Hussein. Alors, celui qui m'a tapé dans l'œil, c'est Bokassa, parce qu'il a vécu un moment dans les Yvelines, au château d'Ardricourt, et on y reviendra plus précisément tout à l'heure. Voilà. Alors, vous êtes journaliste, vous œuvrez au journal d'Arte et aussi dans l'émission 28 minutes. Tout à fait. D'accord. Et vous avez produit donc des documentaires de différents livres. Alors, je me demandais, ce thème de la table qui est récurrent chez vous, c'est venu comment? Il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui fait que vous intéressiez? C'est un peu le fait du hasard, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de coécrire un livre avec un dénommé Gilles Bragard qui a monté ce club des chefs d'État, ce club des chefs cuisiniers des chefs d'État, pour être précis, une sorte de G20 de la cuisine des palais. Et en l'occurrence, je m'intéresse beaucoup à la politique et à la politique étrangère, un peu moins à la gastronomie. Donc ça a été une sorte de mariage et on a coécrit ce livre où c'était passionnant, où j'ai rencontré tous les chefs de la reine d'Angleterre, du président Obama, du président Hollande à l'époque. Et ça, c'était vraiment passionnant. Et donc, au fil de mes rencontres, j'ai commencé à glaner quelques anecdotes sur des grands dictateurs du XXe siècle, ceux qui, par exemple, étaient un peu les plus récents, Bokassa, Saddam Hussein, Ceausescu, et bien évidemment c'est ça qui m'a intéressé. Qui vous a passionné. Et alors donc ça répond un peu à ma question, mais on va un petit peu creuser. Vous les avez sélectionnés comment? Parce que malheureusement il y en a peut-être plus que 6 sur cette pauvre terre. Le XXe siècle a été un grand pourvoyeur de dictateurs et je n'avais que l'embarras du choix. Voilà, alors si j'ose dire, j'ai choisi les meilleurs, si je puis me permettre, donc à savoir les pires salles à manger. Je pense que il y a Adolf Hitler, Mao, Staline qui était probablement le plus effrayant parce qu'il faisait boire ses invités et in vodka veritas, hein, si jamais la langue pouvait fourcher, on pouvait être en difficulté. Donc voilà. Et puis je me suis intéressé à des dictateurs de moindre envergure, mais quand même des dictateurs qui ont fait parler beaucoup en leur temps, à savoir Ceausescu en Roumanie, Bokassa en Centrafrique et puis Saddam Hussein en Irak. Tout à fait. Alors voilà, écoutez, je comprends mieux. Et alors, est-ce qu'ils ont des points communs, ces tyrans? Est-ce qu'ils ont des habitudes communes ou pas? Alors, il est évident que la mégalomanie fait partie du décorum, c'est-à-dire rien n'est trop beau, rien n'est trop bon pour ces dictateurs qui veulent en mettre plein la vue, si je puis dire, à leurs invités. Ça, c'est un trait commun chez les dictateurs. Il y a aussi, bien évidemment, la paranoïa, la peur de se faire empoisonner. Tous craignent l'empoisonnement, avec certaines raisons. Il faut savoir que même dans les démocraties, une cuisine d'un palais, une cuisine d'une présidence est quand même surveillée d'assez près, parce que c'est une façon assez facile d'atteindre le chef de l'État ou le dictateur. Et en l'occurrence, les dictateurs, ils ont quand même un certain nombre d'ennemis. Donc ça, c'est quelque chose qui est vérifié. Mais effectivement, notamment Staline était de notoriété publique paranoïaque et lors de ses repas, il faisait en sorte que les autres invités mangent avant lui pour être certain que il y avait rien de dangereux dans la nourriture. Donc ça, c'est une évidence. Mais la grande découverte dans mon livre À la table des tyrans, ce que j'ai vraiment mis en avant sur ces 6 terribles dictateurs, c'est le fait qu'ils ont tous expérimenté la faim. Ils ont tous connu la faim, puisque 5 d'entre eux viennent de milieux très pauvres, et donc il y a une sorte de revanche sociale, et qui ensuite, lorsqu'on a tous les attributs du pouvoir, la table, c'est le moment où on peut se traiter dignement. Y compris Adolf Hitler, qui lui vient de milieux plutôt privilégiés, petite bourgeoisie, mais qui, lorsqu'il a eu son expérience d'artiste raté à Vienne, il roule pas sur l'or. Il a été à la soupe populaire, et c'est d'ailleurs son expérience de la faim, il la met
en avant dans Mein Kampf, dans son livre pamphlet, en montrant un badge pour la vertu. Un badge de vertu en disant « Peuple allemand, comme toi, j'ai souffert de la faim ». Donc c'est une façon, parce qu'il invente quelque part, je dirais, la gastro-communication, même si peut-être on n'est pas très loin de Versailles. À Louis XIV, déjà aussi, ça c'était la splendeur du grand siècle, hein, ces grands repas. Mais il y a une gastro-communication moderne qu'on retrouve chez Adolf Hitler. La gastropolitique. La gastropolitique, qui existe encore toujours. C'est-à-dire qu'à la fois, je pense qu'on a un bon exemple. Alors là, on ne parle pas d'un dictateur, on parle de Jacques Chirac. Jacques Chirac, de notoriété publique, il s'est construit un personnage sur le côté bon mangeur. C'est une façon de... Oui, on tape sur l'épaule. L'ogre, on tape la tranche de saucisson, la fameuse tête de veau, qu'il ne mangeait pas tant que ça finalement. C'est vrai ? Non, il en a mangé 2 fois à l'Élysée, mais parce que justement, il avait dit à ses cuisiniers, arrêtez de me faire de la tête de veau, parce qu'il ne pouvait plus faire un pas, parce que ça avait été dévoilé le fait qu'il aimait la tête de veau. Et donc, voilà, il y en avait un petit peu de trop plein. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ça reste un instrument de politique. Le prisme de d'une table du pouvoir raconte énormément de choses et de façon... D'où l'intérêt de votre livre. Et de façon très caricaturale, bien évidemment, avec des tyrans tels que Mao et les autres. Ouais, ce qu'on peut souligner aussi, c'est pas parce qu'ils ont connu la faim qu'ils vont avoir de l'empathie pour leur peuple, qui vont laisser crever de faim. Exactement. C'est chacun sa peau. Exactement. Voilà. D'autant plus que on pense notamment à la grande famine sous Mao. Mais on oui, pense aussi l'Holodomor en Ukraine, cette famine organisée par le pouvoir stalinien. Ce sont quand même des animaux politiques à sang-froid. Eux, ça ne les dérange absolument pas de festoyer pendant que le peuple est en train de mourir de faim. Et même Staline se faisait raconter des exécutions pendant le repas où il mourait de rire. Ah non, au contraire. Ça le mettait de bonne humeur. Ou Saddam Hussein, pendant la guerre Iran-Irak, il aimait bien regarder certains rushs, comme on dit, certaines archives de soldats iraniens exécutés. Donc vous voyez un petit peu, c'est quand même une ambiance un peu particulière. On n'a pas tous la même notion de ce moment de convivialité qu'est le moment de table. Et alors vous parlez aussi, c'est page 34, d'un lien causal entre la vie intestinale tourmentée de dictateurs et leur agissement criminel. Parce que ce qu'on sait maintenant, ce qu'on ne savait pas forcément à l'époque de Mao, c'est que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Et ils sont très, très préoccupés par l'état de leur intestin. Ça fait penser même à Louis XIV, dont on examinait les selles. Excusez-moi si vous êtes à la table. Mais il faut savoir ils sont très, très concernés. Oui, alors il faut savoir que, là, effectivement, on ne va pas rentrer dans tout le détail de la vie intestinale des uns et des autres, mais il faut savoir que Mao Tse-tung était quelqu'un de constipé. C'était une constipation opiniâtre. Il n'allait pas à la selle, parfois, pendant plus d'une semaine. Et donc, c'était un petit peu compliqué. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'examen des selles, vous avez bien raison, ça me revient en mémoire. Oui. Alors, la première visite que Mao fait en Union soviétique, Staline est au pouvoir, c'était en 1950, eh bien, il est placé dans une datcha où on a traficoté la tuyauterie et les canalisations pour récupérer les selles de Mao et pour les examiner, pour savoir exactement ce qu'il a dans le ventre au sens premier du terme. Propre, ouais, c'est fou ça. On a quand même affaire à des personnages assez particuliers. Hein. Oui, tout à fait. Et alors du coup, qu'est-ce que je voulais demander donc, voilà. Et oui, c'est ça, en fait, c'est pas tant ce qu'ils mangent que comment ils digèrent finalement, comment ils évacuent. Et ça peut aussi jouer sur leur humeur et leur tout à fait. Leur prise de décision. Vous avez raison, parce que je pense que le moment de table, alors ça c'est vrai pour tous les hommes de pouvoir, hein, tous les cuisiniers des grands de ce monde me l'ont dit, c'est un moment de détente, un petit peu de... Vous voyez, c'est un milieu, oui, c'est quand même un milieu... et des fonctions qu'ils exercent qui sont extrêmement stressantes. Et c'est le moment où, en dehors des repas officiels, c'est le moment où ils peuvent se lâcher un petit peu. Et puis, beaucoup qui sont sous pression, beaucoup de ces dictateurs avaient ce qu'on a aimé la cuisine de la mère, la cuisine de leur mère. Ah, la maman. Voilà, cuisine maternelle. C'est ce que les Anglais appellent... Saddam. Voilà, comfort food, notamment Saddam Hussein. C'est ce qu'on appelle la nourriture de confort. Et effectivement, c'est ce moment un peu jovial, convivial, avec une convivialité assez particulière chez certains, et je pense encore à Joseph Staline, puisqu'il avait une convivialité un petit peu sadique, dans le sens où c'était une vodka veritas, dans la mesure où il faisait boire de la vodka à ses invités, en espérant que peut-être
Ils allaient se lâcher. Ils allaient se lâcher, tandis que lui, il ne buvait que son fameux vin géorgien. Et donc, voilà, et c'est raconté dans les mémoires de Khrouchtchev, dans les mémoires de Molotov, que c'était un moment terrible pour eux et qu'ils étaient vraiment sur leur garde. Sellette, et ils faisaient attention, malgré les la encouragements de Staline, voilà, la peur au ventre, et ils faisaient en sorte de ne pas trop boire pour garder la tête froide. ne pas baisser la garde. Tout comme Mao faisait avaler du piment rouge extrêmement fort à ses invités, parce que ça correspondait à son idéologie communiste, révolutionnaire. Ouais. Et pour lui, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, vous connaissez la fameuse phrase « dis-moi ce que tu manges ». Oui, voilà, je sais, mais il y en a d'autres des expressions. Et voilà, on pourrait en utiliser plein d'autres. Mais lui, il donne... ce qu'on a dans le ventre. Et il donne, Mao, une lecture politique. Déjà, il est très proche de sa cuisine natale. Il est très, chauvin. C'est la province la province du Hunan, et donc c'est très pimenté. Et pour lui, un vrai révolutionnaire doit manger pimenté. Un vrai rouge mange du rouge. Il mange du piment rouge. Voilà. Et en revanche, si on aime les saveurs un peu mielleuses, un petit peu sucrées, ça veut dire qu'on est en train de s'affadir et qu'on perd un peu du feu révolutionnaire. Voilà la lecture que le grand timonier faisait de la table. Oh mon Dieu, quel esprit. Bon, alors moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu à notre Bokassa. Le local de l'étape. Voilà, qui donc a habité, alors attendez, il était empereur de la Centrafrique entre 1976 et 1979, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, ça peut m'arriver. Et enfin, des années 70, il achète ce fameux château d'Ardricourt dans les Yvelines, à 2 pas d'ici, et il y vit assigné à résidence de 83 à 86. Il est... chassé du pouvoir. Il a été chassé du pouvoir. Voilà. Ouais. Et il se réfugie là avec une quinzaine de ses enfants sur les 54. Est-ce qu'il a des épouses avec lui sur les... Combien il en avait déjà? Il en avait beaucoup, 17 ou je sais plus. J'en ai perdu le compte, mais vous n'êtes pas loin. Je pense que c'est 17, 18. Ça, voilà. Et 54 ou 56 enfants déclarés. Ben voilà, après on ne sait pas. Et puis juste pour terminer, il meurt en 96, son château est vendu en 2011 et permet de rembourser une partie de ses dettes à l'État. Puisque, étant l'enfant de la France qui lui doit tout, je sais pas quoi, enfin, il n'avait pas à payer ses impôts. Ceci étant dit, pardon, il avait la double nationalité aussi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il aimait beaucoup Papa de Gaulle. Oui, exactement. Voilà. Et maintenant, et cousin Valéry. Et le cousin Valéry. Voilà, il avait un lien très particulier. D'ailleurs, on retrouve aussi, vous avez raison de mentionner sa double nationalité, ce qu'on oublie un peu. Il était effectivement centrafricain et français. Il avait servi dans l'armée française, dans la colo. Il en était très fier, donc il respectait immensément. Il avait une admiration sans borne pour le général de Gaulle, qu'il appelait effectivement papa. Le général de Gaulle lui avait dit arrêtez de m'appeler papa. Vous imaginez bien. Et effectivement, pour le sujet qui nous occupe, dans sa cuisine, dans la table, il cuisinait lui-même. Il chassait. Et du gibier en Sologne, mais aussi, je crois que dans les Yvelines. Oh, il y en avoir des sangliers. Et donc, il chassait, il savait découper. Il savait découper lui-même. Comme un vrai boucher. Sa fille, une de ses filles, Marie-France Bokassa, qui a écrit une bio et qui vit toujours dans les Yvelines, raconte effectivement à quel point elle était dégoûtée lorsqu'elle le voyait dépecer les bêtes et lui faire manger. Il mangeait les coucougnettes des sangliers. Ouais. Et donc, voilà, le Bokassa, je voulais juste dire à ce point, est très important, cette double nationalité, on la retrouve dans l'assiette parce qu'effectivement, il mangeait africain, même lorsqu'il était effectivement exilé dans les Yvelines, il se faisait encore livrer des choses de là-bas, des produits de là-bas, du riz centrafricain, parce qu'il y en avait. Son riz à lui. Et donc, il aimait encore avoir une cuisine africaine, centrafricaine, mais lorsqu'il faisait des grands dîners, c'était du français. Oui, vous dites qu'il y a deux cuisines, la cuisine intime et la cuisine publique, si je puis dire. Tout à fait. Il faut dire aussi qu'il a été orphelin à 6 ans, pardon. Et, excusez-moi, et il aimait bien cuisiner, justement, ça lui rappelait son enfance triste, mais quand même des racines dont il restait proche. Alors du coup,
Comme les autres, hein, il n'éprouve aucune empathie pour son pays. Alors, je ne parle pas de quand il était dans les Yvelines, mais avant, à sa table avant, il n'éprouve aucune empathie pour son peuple. Lui, il organise des banquets absolument démesurés et grotesques. Notamment, alors là, on est obligé d'en parler, Allez-y. et tout le monde a ça, enfin ceux qui ont un peu plus de 50 ans maintenant, se souviennent du sacre de Bokassa Ier, qui était quand même une sorte de farce extraordinaire, et avec, donc, à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, un banquet majestueux. On a fait venir des meilleures bouteilles de champagne, on a fait venir des pièces montées, enfin bref, c'est le dîner du grand siècle, qui est pour une sorte de, comment dirais-je, d'empereur bouffon, quelque part. Et donc, tout est grotesque dans cette histoire. Surtout que c'est pas adapté à la température. Et ça veut absolument pas. La pièce montée s'écroule. Voilà. Et il y aura même un des chevaux qui mourra du fait de la chaleur. Et il manque, on m'a raconté des anecdotes, elles sont tellement, comment dirais-je, stupéfiante, que j'ai presque eu de mal à les croire. Mais alors, apparemment, le coup des écrevisses. Et voilà, j'allais venir. Des crevettes, comme il y avait eu beaucoup plus de monde. Ah, c'était la bonne ambiance. Et donc, il y avait plein de pique-assiettes qui étaient arrivées. Aussi, Et donc, il manquait de crevettes, et ils avaient commencé à mettre des sortes de gomme pour meubler l'assiette, et comme ça, pour faire en sorte que les caméras ne puissent pas montrer que ça manquait de nourriture au repas du sacre de l'empereur Ier, de l'empereur Bokassa Ier, qui se prenait pour une sorte de Napoléon des tropiques, un peu ridicule. D'ailleurs, il était avec l'impératrice Catherine, qui était très très gênée, parce que c'était un moment un peu grotesque. Elle avait peut-être un peu plus de recul par rapport à lui, par rapport à cette farce. Et elle venait lui rendre visite dans son château d'Ardricourt, où là, alors que c'était quand même c'est une fin un peu pitoyable, hein, disons-le, la fin de Jean Bedel Bokassa. Mais lorsqu'elle était là, alors là, c'est sa fille qui le raconte et qui me l'a raconté pour le besoin de mon livre À la table des tyrans. À ce moment-là, effectivement, il se mettait en costume sur son 31. Voilà. Mais ça a été une vie un peu compliquée pour les enfants dans les Yvelines. Les pauvres, parce que eux, il était ruiné. Il était ruiné. Il était criblé de dettes, ce qui ne l'empêchait pas. Il avait quand même un peu d'argent de côté, donner, de lâcher un billet de 500 francs à l'époque au boucher du coin pour une sorte d'escabeau, d'escalope, pardon. Je ne sais pas pourquoi je parle d'escabeau. Un drôle de lapis. C'est une sorte d'escabeau d'avoir une belle table. C'est pour se hausser. Voilà. Donc voilà, et donc Marie-France Bokassa raconte que son enfance ici dans les Yvelines n'a pas toujours été très facile, d'autant plus qu'il y avait cette légende, à mon avis c'est vraiment une légende de cannibalisme. Et effectivement, elle était dans la. On se moquait d'elle à l'école, j'imagine. Voilà, on disait ton père mange des petits enfants, est un ogre, et c'était pas facile. Et eux, ils crevaient de faim. Et eux, ils allaient piquer à la supérette. Ils allaient piquer à la supérette du coin. Je crois que c'est Ardricourt, je sais pas, c'est du côté des Mureaux, voilà, Meulan. Petit coxy-market quelconque. Et donc voilà, c'était compliqué. C'était pathétique, pauvre gosse. Et pourquoi il les faisait dîner à 23h c'est parce qu'il avait une conception un peu originale et folklorique des horaires. Après, voilà. Mais après, pour les enfants, ils devaient aller à l'école le lendemain, c'était pas évident. Mais oui, il était un père, excusez-moi, à la table des tyrans, il était un père tyrannique, mais en même temps, moi, le témoignage que j'en ai... On a l'impression qu'il l'aimait bien quand même. Mais voilà, il y avait quand même, malgré tout, c'était un tyran, je ne sais pas si c'est un oxymore, mais un tyran sympathique. Oui, il était peut-être attachant. Voilà, attachant, on va le dire comme cela. Et dites-moi, pour terminer, alors cette fameuse rumeur de cannibalisme, parce qu'il y a un témoignage dans votre livre, quelqu'un qui a trouvé des corps dans le congélateur... C'est pas dans mon livre. Je rapporte ce qui a été dit dans la presse de l'époque. Effectivement, des témoignages. Et effectivement, il y a un cuisinier qui a accusé, il n'est pas le seul, de cannibalisme. Il y avait Amin Dada aussi. Oui, Idi Amin Dada, il y a eu aussi ces... mais lui-même, Idi Amin Dada a considéré, le tyran d'Ouganda a lui-même dit qu'il était cannibale. Après, on ne sait pas la part de provocation qui était aussi pour faire peur aux Occidentaux, pour provoquer un petit peu. Mais pour revenir à Jean Bedel Bokassa, je pense qu'il y a une légende qui s'est construite là-dessus, qui était
qui visait à le discréditer. Et ce que j'essaye, et ce n'est pas du tout mon intention de réhabiliter l'image ternie de Jean Bedel-Bokassa, mais je veux quand même dire qu'il y a un fond un peu raciste là-dessus. C'était un dictateur, c'était un tyran. Il est arrivé à la faveur d'un coup d'État, mais néanmoins, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et là, on arrive à quelque chose où on peut discréditer quelqu'un parce qu'il mange. Et là, en particulier, là, on est quand même dans le pire du pire. On l'accuse de cannibalisme. Et finalement, il a été jugé 2 fois, condamné 2 fois en République centrafricaine. Et jamais, en fait, le chef de cannibalisme, le chef d'accusation, n'a jamais été retenu. Donc il a été lavé au moins, même s'il a été condamné par ailleurs, condamné à mort. La peine a été par la suite commuée, mais il n'a pas été condamné pour cannibalisme. Néanmoins, tous les journaux qui ont publié ce qui me semble être une légende un peu avec un fond raciste n'ont jamais dit qu'il s'était trompé. Et ça, j'ai voulu insister là-dessus, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. On peut penser tout le mal qu'on veut de Jean Bedel-Bokassa, mais pourquoi ? Parce que c'est un tyran africain, il faudrait lui coller l'image de cannibale. Et rien ne montre que, effectivement, ça s'est prouvé. Je pense que ça a été à la fois par le pouvoir français, le pouvoir giscardien, une façon de les discréditer, par son successeur de discréditer Jean Bedel-Bokassa, parce qu'il restait relativement populaire. Enfin, tout est relatif. Et donc, c'était une façon, encore une fois, d'utiliser l'arme. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que c'est de la gastrocommunication. Et bien là, c'était une façon de le diffamer. Et ça n'a jamais été prouvé, l'histoire des cadavres trouvés dans sa jambe froide, ou le témoignage très folklorique de son cuisinier qui raconte qu'il voyait des mains sortir des fours. Enfin, c'était quand même un peu gros comme ficelle. Après, on disait aussi que c'était par politesse. Au cas où il aurait eu des invités ayant envie de viande humaine et qu'il en ait sous la main pour leur cuisiner très poliment. Mais ça, c'est des articles qui ont été... Ça, c'est un témoignage qui a été publié par Libération, journal sérieux normalement, mais qui, après, par la suite, la personne qui a donné cette interview, qui a raconté qu'effectivement, par politesse, on mettait un petit peu de chair humaine comme ça, il a dit que c'était... Il avait voulu... c'était une façon de faire une farce, une façon de piéger Libération, et ça a plutôt bien marché. Parce que ça a été... regardez, et on en parle encore. Et on en parle encore. Donc voilà, moi, c'était quand même... Dans ce livre, j'ai essayé de... parce que même si je le fais de façon un peu humoristique et un peu ironique... Très, très vite, très facilement, c'est très, très intéressant. Je veux quand même qu'il y ait une base du vrai, du sérieux. Moi, je suis journaliste à la base, documentariste, c'est un thème que j'aime beaucoup. Donc, j'ai essayé de faire en sorte d'enquêter et de contre-enquêter. Soit bien sourcé, etc. Et de toute façon, comme vous dites vous-même, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je veux dire que chaque personnage, chaque tyran, dans cette table des tyrans, suffisamment riche, entre guillemets, en manie et en trucs effroyables que pas besoin de rajouter des trucs, quoi. Voilà. Bon, écoutez, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Maintenant, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Ouais. J'ai juste un point que je voudrais ajouter, parce que c'est quelque chose qui m'est souvent posé par des lecteurs, des questions qui me sont posées et qui heurtent un petit peu certaines sensibilités. C'est le végétarisme d'Adolf Hitler et qui est de notoriété publique. Et là aussi, j'ai essayé d'enquêter le plus sérieusement possible. Et même si ça peut heurter certaines sensibilités, parce qu'on n'associe pas forcément le végétarisme avec l'hitlérisme, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, néanmoins, il y a un côté qui me semble très certain, c'est qu'il était bien végétarien, qu'on le veuille ou non. Mais oui, parce que sa mère est morte d'un cancer à 47 ans et qu'il avait qu'une trouille, c'est de mourir aussi du ventre, d'un mot comme ça. Oui, il avait fait il pensait que c'était plus sain de manger il avait fait le lien. Il avait fait le lien, effectivement, entre ce que j'ai cru comprendre. Il a fait le lien entre le cancer du côlon notamment et la viande rouge, ce qui a été un peu à l'époque, mis en avant. Voilà. Mais bon, voilà, ça a été mis en avant à l'époque, et puis maintenant, c'est quand même de notoriété publique. Alors bon, mais après, ça dénote aussi un esprit hygiéniste chez Adolf Hitler, qui se retrouve aussi dans l'assiette et qui fait vraiment souvent froid dans le dos. Tout à fait. Même si, malgré ça, il nourrissait les petites souris dans sa chambre. Voilà. Enfin bref, tout ça, on va arrêter parce que sinon on va raconter tout le livre, que franchement je vous encourage à lire, c'est vraiment passionnant, on apprend plein de choses et l'importance donc de cette nourriture et de cette gastro-politique qui mène le monde, quoi, de toute façon, entre autres. Mais pas mal quand même. Hein. Voilà, Christian Roudot, un grand merci d'être venu jusqu'à nous. À vous. Et puis à bientôt pour d'autres livres ou documentaires ou sur les ondes d'Arte. Avec grand plaisir. À très vite. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.